Avant qu'OpenAI ne fasse le buzz avec ChatGPT, le sujet à la mode, l'avenir du web, c'était le Web 3. La blockchain devait être l'avenir du net et nous apporter un web décentralisé. La phase du buzz est passée, mais la techno, elle, reste. Au-delà des crypto-monnaies, la blockchain a aussi apporté les NFT. Et si les expériences d'image de singes ont montré leurs limites, la techno apporte une solution qu'il est temps d'explorer. Mais alors, comment utiliser les NFT en 2024 ? Pourquoi décentraliser ? Et surtout, si chacun se crée sa propre techno de blockchain, est-ce vraiment décentralisé ? Pour répondre à ces questions de token, je ne reçois pas Harry Potter, mais il s'y connaît en objets symboliques et magiques. Alexandre, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bien sûr, Alexandre Cognard, CTO, entrepreneur depuis 20 ans. J'ai 2 enfants, je suis parti dans le sud à Montpellier. J'ai quitté la folie de Paris. Et du coup, entrepreneur, donc j'ai toujours monté des boîtes depuis que j'ai démarré à l'école et puis je me suis jamais arrêté. J'ai pris le virus et puis toujours dans une casquette technique, toujours associé avec d'autres associés et puis on faisait des équipes complémentaires pour monter des différents projets. Et puis dans les projets notables, il y a 15 ans maintenant, un truc comme ça, j'ai monté Vestiaire Collective, donc en tant que CTO, j'y ai passé 9 ans. Et puis je l'ai quitté, et là j'ai découvert la blockchain, et c'est là où j'ai cofondé Ariani, qui est une solution à base de NFT pour permettre à des sociétés de construire des doubles digitaux de produits physiques, c'est le use case principal, permettant de faire une contrepartie on va dire virtuelle du produit pour l'augmenter. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être principalement dire prouver que je suis le propriétaire, ça pourrait être pour prouver l'authenticité d'un produit, ça peut être pour être l'équivalent d'un carnet d'entretien indélébile et garanti, simplifier l'accès à des services divers et variés, et tout ça dans une mécanique où je peux posséder la donnée, à l'inverse de tout l'Internet qui s'est construit jusque-là, où des gens ont bâti des empires en contrôlant les données et puis en collectant tout ça. Donc on inverse un peu la tendance pour essayer de participer à la construction d'un Internet plus décentralisé et puis je dirais revenir un peu aux origines de l'Internet qui était complètement décentralisé, qui s'est complètement concentré. On peut le voir par exemple avec des gens comme Facebook où au début ils ont créé des pages, les entreprises ont créé leurs pages, ils ont fait leurs likes et puis ça a pris tellement de puissance que maintenant il faut payer. Du coup, les entreprises elles n'ont plus de lien direct avec leurs clients, prospects, enfin les personnes qui s'intéressent. En passant par les réseaux sociaux, maintenant, il y a un péage, c'est-à-dire qu'ils doivent payer en permanence cet accès-là. Et on pense que Internet ne doit pas être limité aux quelques big tech et qu'il faut essayer de trouver des alternatives là-dedans. Ouais. Avant, parce qu'il y a déjà plein de choses que j'ai envie de dire, avant ça, ce lancement sur le projet Ariani, c'est quoi ? C'est parce que toi, tu étais très présent sur la blockchain et du coup, tu as été happé sur ce projet-là où tu as vu ce qui était possible et du coup, tu as monté ça avec des associés. Tu vois, Ariani existait avant que tu les rejoignes ou Non, j'étais au tout démarrage. L'histoire, c'est quoi ? C'est donc début 2017, je quitte mon aventure Vestiaire Collective. Là, à ce moment-là, j'entends parler de blockchain, etc. Donc, je commence à découvrir tout ça. Étant très curieux et que j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses, je vais vraiment au cœur du sujet, je comprends tout ça. Je suis pas en train de dire que je deviens un expert, mais je creuse quand même pas mal. Sous-entendu les smart contracts, Solidity, etc. Enfin, je fais plein d'essais. Je trouve ça assez fascinant parce que je trouve que ça ouvre un pan de... Alors, l'informatique, certes, mais même au-delà de tout ça, un côté très philosophique ça perturbe beaucoup de code.
je me dis, tiens, j'ai envie de faire un truc là-dedans. Et puis, il se trouve que pas des associés, mais des anciens copains entrepreneurs entendent parler du fait que je quitte Vestiaire Collective. Et ils ont une idée en tête qui a besoin de la blockchain. Ils apprennent aussi que j'ai un peu creusé ce sujet-là. Et puis, on se rend compte, on en parle. Et puis, ça va très vite. En réalité, on se voit une après-midi. Et puis, on dit, c'est parti, on se tape dans la main. Et on y va. Alors, comment les choses allaient être exécutées de bout en bout, ça, c'était tout le travail. Mais je dirais la mission et le concept de départ étaient là. Et je me suis dit, allons-y. Ouais. Question, alors peut-être un petit peu naïve, mais en fait, aujourd'hui, vous utilisez la technologie du coup donc du NFT donc pour associer ce certificat d'authenticité d'objet, ce qui veut dire que l'idée c'est quand même de prouver l'authenticité d'un objet qui est unique en soi. Alors ça peut être un objet numéroté, mais a priori c'est un objet qui est plutôt unique, non ? Oui, alors c'est une des applications que l'on fait, c'est pas forcément celle qu'on met le plus en avant, parce qu'on va souvent nous rétorquer, oui, mais finalement, comment on fait pour être sûr que le NFT est vraiment relié au produit ? Finalement, si je fais une copie exacte conforme de l'autre produit, donc est-ce que ça veut dire que en ayant le NFT, on va croire que le faux, etc. Donc on n'est pas vraiment sur là-dessus, c'est-à-dire que la contrefaçon, on participe quelque part un petit peu à éliminer ce problème, on n'est pas en train de dire qu'on le règle définitivement. Mais c'est plutôt le côté, nous ce qu'on dit, c'est la notion d'interopérabilité. C'est-à-dire que on vit dans un monde où la plupart du temps, il y a des systèmes fermés, qui ont des API, et puis les gens, c'est-à-dire que si on veut construire un système qui va, je sais pas, par exemple, simplifier la vie des gens pour vendre un produit, il va falloir que je me branche sur les API de eBay, je vais me brancher sur les API de Vestiaire Collective, de Vinted, etc., etc. Donc je dois démultiplier un travail, parce que forcément les API sont pas compatibles. Et la blockchain, et donc les smart contracts, les NFT, les tokens, changent ce paradigme parce que finalement la notion d'interopérabilité elle est au plus bas niveau en fait. C'est-à-dire que si je construis un système qui me permet d'interagir avec des NFT, je peux interagir quasiment avec tous les NFT du monde. Et du coup, on décale cette notion d'interopérabilité et ça permet de construire des systèmes qui sont ouverts beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement à tout le monde. Alors, forcément, comme on est entre guillemets un peu au début, ces choses-là ne sont pas encore implémentées. Les API, elles ont mis quand même beaucoup de temps avant que ce soit quelque chose de vraiment déployé. Mais voilà, ça change ce paradigme-là. Et ça permet de créer des choses assez intéressantes parce que du coup, une société peut émettre quelque chose et puis très vite, une autre va pouvoir la rendre compatible. Et du coup, ça permet de construire pas des bases de données, mais des layers d'informations qui vont être partageables entre des entités extrêmement facilement. C'est-à-dire qu'on se met d'accord juste au début sur on va utiliser par exemple des NFT. Et puis à partir de ce moment-là, on peut bâtir collectivement ensemble des systèmes d'information avec des gens qui ne sont pas voués à coopérer de base en fait. Alors que sinon, il faut vraiment les brancher tuyau par tuyau, et puis avec toute la maintenance que ça implique. Mais du coup, justement, la question, ce serait quel intérêt parce que j'imagine que ces gens qui ont pas qui n'auraient pas vocation forcément à communiquer ensemble, c'est que j'imagine... alors, je prends des exemples peut-être un petit peu trop ciblés, mais c'est effectivement un Breitling et un Louis Vuitton, où du coup, tu as un NFT qui est associé à chaque produit qui est vendu. Ça te permet effectivement d'avoir ces NFT qui peuvent interagir les uns avec les autres. Mais quel intérêt Breitling et Louis Vuitton peuvent avoir Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, Breitling et Louis Vuitton. Par contre, déjà, ça permet de construire, de mettre à disposition des systèmes, enfin des services externalisés. Donc, je sais pas, quelqu'un qui veut permettre à quelqu'un qui possède ces NFT de facilement les lister ou les diffuser sur eBay, Vestiaire Collective, etc., il peut le faire en fait. Déjà, il a une première garantie, c'est que c'est un système ouvert, accessible, et on ne pourra pas faire comme Facebook, de dire « Ah, vous savez quoi, on vous a ouvert la porte un jour, mais vous ne savez pas comment on va évoluer demain. » Là, c'est-à-dire que c'est ouvert, et on ne pourra jamais le fermer, et donc ça peut donner quelque part une garantie aux personnes qui veulent construire sur ces protocoles, de pouvoir y accéder. Donc ça, c'est quand même déjà une grande différence. Et puis après, on peut construire différentes choses. Donc nous, dans notre cas, ça peut être des gens qui peuvent proposer de l'assurance et puis qui vont proposer ce service-là de façon supplémentaire. Moi, en tant qu'utilisateur, je vais juste je vais me connecter sur leur site, je vais connecter mon wallet et puis si le service est bien fait, il va analyser ce qu'il y a dedans, il va dire tel NFT sont éligibles. Puis après, on rentre plutôt dans un service centralisé, par exemple d'assurance, mais ça veut dire que ça permet de connecter les ponts avec les autres.
Si on fait une analogie avec le code, alors de toute façon tout ça n'est que du code, mais on vit quand même dans un monde où c'est quand même très rare de construire une plateforme ou un service informatique ou un programme en partant d'une feuille blanche et en codant 100% des lignes de code. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un truc où on a de plus en plus de librairies et du coup c'est quand même un gros Lego. Et là justement c'est ça, mais au niveau production on va dire. C'est-à-dire que les systèmes entre eux discutent beaucoup. Pour ceux qui connaissent un peu tout ça, on va dire que la DeFi a été vraiment a vraiment prouvé ce système-là. Donc la DeFi, c'est la finance décentralisée. Donc, il y a des gens qui vont proposer des services permettant d'emprunter, d'autres qui vont pouvoir échanger des crypto-monnaies contre d'autres. Et tous les systèmes sont conçus pour qu'ils puissent se brancher entre eux, en fait. Et du coup, une fois qu'il y a les différentes briques de Lego qui sont construites, des gens peuvent construire des surcouches qui vont les assembler. Et voilà, et ça fait tout un monde qui coopère entre eux, et ce qui était un peu moins le cas avant, et surtout, où avant les portes elles pouvaient se fermer à la demande des gens qui construisaient les systèmes, alors que là c'est de base ouvert, et ça ne pourra pas être fermé en fait. Ouais. Et ça change énormément de choses, parce que ça construit quelque chose d'interopérable, qui s'assemble et qui construit des nouvelles approches d'Internet, de façon de développer, et ce genre de choses. Et puis après, en parler après, mais ce côté inarrêtable aussi. C'est-à-dire que avant, on est responsable de nos serveurs, et si ça tombe, le service tombe. On le voit des fois quand il y a les grosses plateformes où tout s'arrête, là, le monde s'arrête parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et la blockchain, quand elle est bien construite, donc les différents réseaux, parce qu'il y en a plein, voilà, le système tourne en permanence. On n'a plus besoin de s'inquiéter de ces sujets-là, on se concentre sur le côté applicatif, et puis la partie infrastructure, etc., c'est d'autres qui s'en chargent. Enfin, ça tient tant qu'il y a des gens qui vont miner, bien évidemment, parce qu'il y a un intérêt. Mais ça, après, c'est aussi la beauté du système, c'est que l'idée, c'est de créer un écosystème qui permet de maintenir tout ça. Quand tu parles d'interopérabilité entre les NFT, on est quand même d'accord que c'est limité. Alors, c'est notamment aussi une question sur le live. Et elle est limitée à une même blockchain. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait un choix de ta techno blockchain, tu peux interagir qu'avec les NFT qui sont sur la même... si tu fais un NFT sur Ethereum, tu peux pas aller interagir avec un NFT sur... Alors, oui, et c'est de moins en moins vrai en même temps. Ok. C'est-à-dire qu'au départ, justement, on va dire, il y avait Bitcoin et il y avait Ethereum, on considérait ça comme des îles, et puis il y avait personne qui se parlait entre eux. Tout d'un coup, on a eu des concepts qu'on appelle de bridge, c'est-à-dire des mini-blockchains ou des mini-réseaux de serveurs qui se mettent d'accord entre eux pour être capables de faire des ponts entre des assets pour qu'ils puissent passer d'un endroit à un autre. Après, ça s'est beaucoup démocratisé avec tout ce qu'on appelle les Layer 2, c'est-à-dire qu'on a eu d'abord Ethereum, on a compris qu'on ne pouvait pas mettre toute l'activité blockchain de smart contract sur Ethereum, donc il y a des gens qui se sont dit on va en construire à côté, donc je pense à Polygon notamment. Et en fait, pourquoi ça a fonctionné, c'est parce qu'ils ont mis en place jour 1 ce concept de bridge entre ces deux blockchains qui permet de faire passer des assets de l'un à l'autre. Donc déjà, on est capable de faire ces choses-là. Alors, dès qu'on part sur des technos plus exotiques, donc là on pense à Solana par exemple, qui est d'autres langages, etc., ça devient un peu plus compliqué, mais ces concepts de bridge existent quand même, donc il y a des choses qui se mettent en place. Et puis après, il y a beaucoup de recherche et beaucoup de travail pour faire des méta-layers, c'est-à-dire que justement on arrive à des constellations de blockchain, comment on fait pour qu'elles discutent vraiment entre elles, et puis il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, donc ça c'est les prochaines étapes qui arrivent, avec tout ce qu'on appelle roll-up, etc., où dès le jour 1, ils pensent sur comment on va pouvoir faire passer des messages de l'une à l'autre, et que les programmes qui s'exécutent en live sur la blockchain puissent communiquer avec un autre programme à l'autre extrémité. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais bon, ça prend du temps. Et puis, justement, c'est des systèmes où on ne peut pas tout seul décider de tout, parce qu'il y a un côté très communautaire, et puis avec des process plus lents, mais qui permettent de construire des choses qui sont robustes et qui tiennent dans le temps, et qui évoluent comme ça. Donc, non, mais je pense que si on se projette dans quelques années, alors déjà, il va y avoir beaucoup de morts sur le chemin, parce que autant il y a 5 ans, je pense qu'il n'y avait pas assez de blockchain, il y avait trop de gens qui voulaient faire des choses sur la blockchain et pas assez d'espace, donc tout ce qu'on gestionnait, tout coûtait trop cher. Entre-temps, il y a eu plein de choses qui ont été bâties, et puis il y en a de plus en plus, et donc il y a des endroits où il ne se passe rien. Donc on va voir comment tout ça évolue, mais il est très possible qu'à la fin, tout ça se simplifie énormément, et qu'il y ait des surcouches qui permettent de faire de l'abstraction totale de tout ça. D'ailleurs, nous, c'est un peu notre rôle, c'est-à-dire que
clients avec qui on travaille, ils sont pas en train de faire des smart contracts, ils vont pas aller triturer des tokens, des choses comme ça. Donc on leur a mis à disposition un ensemble d'outils, à la fois pour eux, en tant qu'entreprise, pour que l'intégration de ces technologies-là soit simple. Donc on a fait des surcouches et des surcouches et des surcouches. Et puis également pour les utilisateurs finaux, parce que la beauté de la blockchain, c'est d'avoir sa clé privée, son wallet et de tout posséder. Mais bon, on a passé 20 ans à leur dire qu'il fallait bien gérer les mots de passe et mettre des mots de passe compliqués, puis on leur dit mettez tout à la poubelle, maintenant il faut gérer des clés privées, puis vous savez quoi, si vous la perdez, c'est fini. Donc c'est un peu perturbant, donc il faut trouver les meilleurs mécanismes pour le faire, pour embarquer tout le monde, et pour que ces technologies-là puissent être accessibles et mises à disposition de tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui va être à terme finalement assez invisible en fait, c'est-à-dire que ça va être à l'intérieur des systèmes et on va pas le voir directement. Et un peu comme Internet, c'est-à-dire que c'était très geek il y a 20-25 ans, et aujourd'hui on a Internet partout, on s'en rend même plus compte, c'est-à-dire que tout le monde a son téléphone portable, il se rend pas compte que quand il regarde juste la météo, et ben, tout passe par Internet, etc. Et puis il a pas besoin de comprendre ce que c'est que le protocole HTTP. Pourtant, il l'utilise en permanence. Et donc je pense que c'est un peu le chemin que va prendre les blockchains, c'est que ça va être... c'est des technologies quand même bas niveau, voilà, c'est pas de l'IA avec ChatGPT, c'est pas de la 3D avec... des choses avec des flammes qui sortent de partout. Donc non, c'est... voilà. Mais du coup, les choses deviennent de plus en plus interopérables. Après, c'est vrai, il y a une barrière de langage, etc., etc. Et il faut quand même choisir son écosystème, parce qu'il y a des écosystèmes plus ou moins spécialisés, avec des particularités. Et donc voilà, quand on commence, il vaut mieux trouver le bon écosystème qui a le plus d'écho par rapport à ce qu'on souhaite faire. Mais voilà, basculer d'un système à un autre est de plus en plus faisable et de plus en plus facile. Je reviens sur un bout de ta réponse, parce que je suis pas sûr peut-être d'avoir bien compris. Tu nous as dit qu'on a vite réalisé que Ethereum ne pouvait pas supporter tout ce qui était, tout ce que les gens voulaient faire dessus. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi? On parle d'une limitation Non, je parlais de bande passante, on va dire. Ok. C'est-à-dire que les réseaux blockchain ont une capacité maximale de nombre de transactions par seconde. Donc au début, quand ces technologies arrivent, que personne ne les utilise, ça se passe bien. Et puis quand les gens disent tiens, c'est intéressant, donc je veux commencer à faire des choses, et il y a de plus en plus de gens qui utilisent. Et le mécanisme de la blockchain fait que pour garantir que le système ne s'arrête pas, on doit payer les transactions, donc avec des tokens. Donc ça, c'est pas juste, les tokens ne sont pas juste pour faire joli et faire de la spéculation. C'est-à-dire qu'une blockchain sans token n'est pas une blockchain. Enfin, quand on rentre vraiment au fin fond de la philosophie de la blockchain, on comprend que c'est deux choses qui sont complètement connectées, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et du coup, plus il y a de transactions, plus le réseau blockchain va adapter le coût de la transaction pour s'assurer que c'est de plus en plus cher pour que finalement les gens qui disent « Ah finalement, ma transaction va coûter trop cher à exécuter, donc je ne vais pas le faire maintenant ». Et du coup, ça autorégule le volume de transactions. Sauf qu'il y avait un appétit quand même pour pouvoir faire plein de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de réseaux blockchain différents qui sont créés, donc vraiment des îlots où il se passe des choses, où il y a finalement une blockchain, donc un registre de transactions qui sont interconnectées, qui sont assez isolés, mais finalement avec ces fameux ponts, on va commencer tout à raccorder. Donc on pourrait faire une analogie entre des villes dans lesquelles on se promène dans la rue avec un métro, etc., et puis toute l'activité économique est là, et puis les autoroutes qui permettent de passer de l'une à l'autre, où à un moment donné on décide de prendre l'autoroute pour traverser la France et passer de l'une à l'autre, donc c'est un peu c'est un peu similaire. Et voilà, et après il y a des gens qui essaient de fabriquer des ponts globaux, quoi. C'est plus clair. Du coup, comment est-ce que vous avez choisi la blockchain sur laquelle vous vous êtes positionné? Et la question surtout, ce serait, si je prends un exemple de vos différents clients, qui vont, donc, de ce que j'ai compris, tu nous as cité au moins Breitling, mais j'imagine que tu as d'autres types de clients. Ils passent tous par le smart contract, enfin tu vois, comment ça se... T'as un smart contract pour tous tes clients, un pour chacun. Tu structures tout tes NFT de la même façon? Comment ça se... Je vais expliquer un petit peu. Allez. D'abord, on a démarré ce projet en 2017. On a démarré en 2017 parce qu'il venait de se passer quelque chose. Ethereum existait déjà depuis on va dire 2 ans, mais on était vraiment au début. Et Ethereum, par rapport à Bitcoin, a apporté une feature incroyable qui s'appelle les smart contracts, donc des programmes qui s'exécutent en permanence et qui permettent de faire plus que juste transférer de la valeur entre deux personnes. Et vraiment de faire des exécutions de système expert, entre guillemets, c'est-à-dire que quand il se passe ça, il va se passer tel ou tel élément, et surtout, qui sont auditables, c'est-à-dire que c'est du code qui va être déployé sur la blockchain,
On peut montrer le code source à côté, prouver que c'est ce code source-là qui a été déployé, et du coup, quelqu'un peut regarder et dire, OK, il va se passer exactement ça. Pour faire un comparable, c'est-à-dire que, je sais pas, quand aujourd'hui vous écoutez une musique sur Spotify ou Deezer, certes, quand vous allez écouter le titre, vous allez l'entendre, mais vous savez pas tout ce qui se passe derrière, parce que il collecte plein d'informations, c'est un peu boîte noire. Alors que là, si on est suffisamment technique, eh ben, on peut savoir exactement ce qui va se passer, pas plus, pas moins, et du coup, il y a ce côté confiance qui se produit. Et ça, c'est un gros changement sur l'informatique et les programmes en général. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut avoir un système dont on est sûr de savoir ce qu'il va réaliser, même si c'est pas nous qui l'avons développé, et qui ne pourra pas évoluer dans le temps, en fait. Il pourrait évoluer, mais une des particularités, c'est qu'on peut se débrouiller pour qu'il soit fixe et qu'il ne bouge plus. Donc ça donne une caractéristique qui est je peux faire confiance à un système, je sais qu'il sera là pour toujours, et sur lequel je peux bâtir. Et donc, soit c'est moi qui le déploie, soit je vais aller m'appuyer sur quelque chose construit par un tiers, et je sais qu'il va rester comme ça. Donc, premier aspect, Ethereum qui introduit ce concept de smart contract. Donc ce smart contract, c'est des concepts qui ont été inventés il y a, je sais pas, dans les années 1980. Hein. On a dit un jour, il pourrait y avoir des ordinateurs globaux qui font tourner des programmes. Et du coup, à l'époque, il n'y avait que Ethereum qui faisait ça. Donc aujourd'hui, il y a plein d'autres blockchains qui ont introduit d'autres concepts. Mais à l'époque, il n'y avait que Ethereum. Donc voilà, raison basique, on est parti sur l'écosystème Ethereum. Après, je parlais tout à l'heure de coûts de transaction. Donc on a commencé à faire la R&D, commencer à tester des choses, découvrir tout ça. Parce que c'est aussi la première fois où quand on met des choses en production, il faut payer. Il faut payer cher pour déployer un smart contract. Donc on fait attention à tout. Et il se trouve que fin 2017, pour ceux qui traînent peut-être là-dedans, il y a eu un événement qui s'appelait les CryptoKitties. CryptoKitties, c'est, on va dire, une des premières collections de NFT. Donc on a eu beaucoup de bruit en 2021, mais finalement, ça arrivait il y a un moment. Parce que justement, en 2017, c'est aussi le moment où le concept de NFT est apparu et où la notion de cette standardisation est apparue. D'ailleurs, on a participé à l'écriture de ce standard. Il faut savoir que pourquoi tout ça prend de l'ampleur et pourquoi les choses sont interopérables, c'est parce que les briques les plus élémentaires sont standardisées. Et du coup, il y a tout un process. Parce que genre en NFT, je ne parlais pas tellement de technologie, je dirais plutôt de concept. Et typiquement, on dit quoi? Un NFT est un actif digital dont je peux être propriétaire et qui a des caractéristiques basiques qui sont je peux le transférer, je peux savoir combien j'en possède, je peux lire quel est le lien vers une ressource externe qui vont être les métadonnées. Et donc, il y a eu, il me semble, un truc comme 2 ans et demi de réflexion communautaire. Donc, très concrètement, c'est sur GitHub, on peut proposer un standard, et puis voilà, je vais écrire ce standard-là, j'écris mon draft, puis après, il y a des gens qui viennent interagir en disant c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, ah tiens, je vais participer à tout ça, puis il y a des pages et des pages. Donc, si vous voulez faire un peu d'archéologie, ça vaut le coup d'aller voir, c'est 2 ans et demi de réflexion par, ça va dépendre des standards, mais par des centaines, voire des milliers de personnes qui vont mettre leur intelligence collective entre elles pour aboutir à quelque chose où à la fin, on dit c'est comme ça, enfin le standard doit être comme ça, et c'est ça qui permet l'émergence derrière de toute cette notion d'interopérabilité, parce que quand on sait comment ça fonctionne, typiquement donc il y a eu un gros standard avant qui s'appelait le RC20, qui était tout ce qui est token, donc la capacité de pouvoir produire des tokens et les rendre compatibles, et ce qui permet que derrière vous pouvez fabriquer une application qui va permettre de les acheter, enfin de les envoyer, de les transférer. Et vous n'avez plus besoin de savoir, vous n'avez pas besoin d'être compatible avec tous les tokens, donc vous êtes avec le standard et vous êtes mécaniquement compatible avec tout le monde. Et donc, ce standard en 2017, Ethereum qui propose ce concept de smart contract. Et donc le fameux CryptoKitties, et là on arrive à la notion de congestion, où là tout le monde s'amuse à faire ça, et puis là le réseau Ethereum il a explosé, alors il n'a pas explosé dans le sens où il s'est arrêté, mais c'est-à-dire que les transactions ont eu leur coût, je pense, multiplié par 100 du jour au lendemain, et ça pendant plusieurs jours. Et là on s'est dit, on a un problème, parce que si quelqu'un a un NFT Breitling et qui, le jour où il vend sa montre, il doit transférer le NFT puis que ça lui coûte 150 €, on va risquer d'avoir un problème. Et donc là on s'est mis en quête de trouver une blockchain qui était à un tarif plus abordable, mais toujours dans la technologie Ethereum. Donc on a trouvé une qui s'appelait PO Network, qui est, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu plus, un peu l'ancêtre de Polygon. Et donc ce concept de sidechain ou de layer 2, qui vont vivre en périphérie, qui vont bénéficier de tout l'écosystème, la technologie dont tout est compatible, mais avec d'autres règles de consensus, avec
d'autres règles de fonctionnement un peu à la marge et qui permettent de produire des particularités, notamment des coûts d'utilisation moins chers, peut-être au détriment un peu de sécurité ou de décentralisation. Mais voilà, chacune va adresser des choses différentes. Et c'est là, Alors, en sachant que du coup, vous avez fait un choix de cette blockchain parce qu'elle était moins congestionnée c'est ça. et du coup, effectivement, un petit peu moins cher, mais en sachant que vous n'êtes pas à l'abri que cette blockchain remporte un succès phénoménal à un moment, pour une raison X ou Y, et qu'elle devienne du coup aussi congestionnée. Non, et on le savait depuis le premier jour. Pour le coup, à l'époque, on a écrit un white paper, parce qu'à l'époque, il y avait les concepts des ICO, on pouvait se faire financer directement auprès des utilisateurs de la blockchain, donc on a fait tout. Et puis là, on l'écrit, c'est que finalement, difficile de savoir comment les choses vont évoluer, et on l'écrit même que on démarre sur l'écosystème Ethereum, mais qu'en parallèle, il y avait une autre technologie qui s'appelle Tezos qui voulait proposer le même genre de concept. Et on dit voilà, on n'est pas en train de dire qu'on est fermé, borné, et que on va rester sur cette technologie forever. D'autant plus que nous, on voulait proposer quelque chose qui dure dans la durée. C'est-à-dire que quand c'est des NFT qui accompagnent des produits de valeur de luxe, eh ben, a priori, c'est des produits qui vont quand même durer longtemps, voire qui passent de génération en génération. Donc, très difficile quand même de dire on va rester toujours sur la même chose, on va jamais rien changer. Donc, depuis le premier jour, on savait que ces choses-là allaient pouvoir évoluer, qu'il fallait qu'on conçoive directement au sein de nos systèmes la capacité de pouvoir migrer les actifs et pouvoir faire ces différentes choses. Donc voilà, et d'ailleurs, aujourd'hui, EPO, on ne l'utilise plus, on a des nouvelles blockchains, on a migré les actifs, et puis c'est comme ça. Et puis c'est notre travail aussi finalement d'accompagner nos clients dans ces sujets-là. Et alors après, très concrètement, comment ça marche, si on parlait du niveau de smart contract, etc. On a donc le NFT, au départ, c'est un standard. Donc en fait, il n'y a pas tellement de code associé, il y a plutôt un tout petit peu de code, ou plutôt c'est quelles sont les fonctions qu'on doit implémenter pour être considéré comme compatible. Et après, il y a des gens qui ont construit des squelettes pour faire les versions basiques. Donc on est parti de ça. On a construit ces aspects-là. Mais derrière, nous, on s'est très vite dit que les NFT, c'est bien, mais en fait, ça manque de quelques features, fonctionnalités pour pouvoir répondre à la vision qu'on avait. Et donc très concrètement, c'est une collection de smart contracts qui interagissent entre eux et qui vont construire un panel de fonctionnalités. Donc le début va être simplement des NFT qu'on va pouvoir produire, que les marques vont les émettre, puis avec les fonctionnalités classiques de NFT, c'est-à-dire je peux le transférer, etc., etc. Donc ça c'est la base de la base. Et on a rajouté ce concept d'événement, donc la capacité de pouvoir horodater des événements clés sur un NFT. On pourrait dire, pour ceux qui connaissent, un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les soulbound NFT, c'est-à-dire des NFT non transférables, sauf qu'au lieu de les attacher à un wallet, ils sont attachés à un NFT en lui-même, donc des mécaniques comme ça. La capacité de faire ce qu'on appelle des decentralized messages, donc la capacité pour l'émetteur d'un NFT de pouvoir envoyer un message au propriétaire d'un NFT. Et donc le concept, c'est de se dire, alors, quand je viens d'acheter un produit dans une boutique, normalement, la marque me connaît, et puis elle n'a pas besoin de tout ça. Mais le jour où je revends le produit et qu'il est en seconde main, eh ben, la marque elle a maintenant la capacité de pouvoir rentrer en contact avec moi pour me proposer une expérience avancée. Donc il y a tout ça. Et puis après, tu rajoutes d'autres choses qui sont ce qu'on appelle tout ce qui est identité de marque, ou plutôt qui l'émet. Parce que par défaut, sur la blockchain, c'est des wallets, c'est des choses qui sont... on ne peut pas savoir qui est derrière. Il y a le concept de pseudonymité. Et justement, on ouvre rajouter de la confiance dans tout ça, on se met quelque part un peu en tiers de confiance. Alors c'est un peu particulier parce que la blockchain c'est justement normalement pour faire tout ça, mais il y a un moment donné où il y a quand même quelques limites qui font ça. Donc on dit nous, Ariane, nous avons un process pour vous garantir que ce wallet-là il appartient à telle société et que donc tous les NFT que ce wallet-là va émettre est bien associé à cette société. Donc ça c'est un autre smart contract qui s'occupe de tout ça. Voilà, alors, je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails, mais à la fin ça représente notre protocole, en tout cas la partie qui est on-chain, ça va être une collection de smart contracts qui vont interagir entre eux, dans lequel il va y avoir aussi une économie, donc avec notre fameux token qui est l'ARIA20, qui est le fuel du système, pour utiliser les différentes fonctionnalités payantes. Donc c'est des fonctionnalités aujourd'hui qui sont payantes que pour les marques. Et pourquoi ? Pour garantir une notion de financement du système et qu'il puisse se financer, même entre guillemets, forever. C'est-à-dire qu'il y a des mécaniques qui permettent de rétribuer des personnes externes à nous pour continuer d'utiliser le protocole et qu'il se maintienne. Enfin, depuis le début, c'est assez particulier parce que bon, il faut quand même démarrer tout ça, donc démarrer l'effet réseau et ce genre de choses. Donc on a posé ce protocole.
Au départ, on avait l'espérance que les sociétés allaient l'utiliser en direct. Bon, là, on était un peu Optimiste. un petit peu optimiste en avance de phase. Donc après, on a construit des applicatifs pour leur simplifier la vie, où là, on remonte plus dans un monde d'API REST, où finalement, là, d'un coup, ils connaissent un peu plus, et qui fait vraiment le pont avec tout ça. Donc par exemple pour créer un nouveau NFT ou ce genre de choses, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que, je prends l'exemple, ils ont une usine, ils produisent une montre, aujourd'hui ça remonte dans leur système d'information, parce qu'il faut bien qu'ils aient la liste de toutes les montres qu'ils ont produites, le numéro de série, le modèle, etc. etc. Puis là, ils ont un hook qui déclenche une API chez nous, qui produit le NFT, qui remonte des informations chez eux pour qu'ils connaissent le numéro du NFT et comment y accéder. Puis après, ça leur permet d'avoir les éléments pour les mettre à disposition de leurs clients finaux. Je reviens du coup aussi sur le... si on reprend un aspect code, donc du coup le smart contract c'est effectivement un bout de code qui s'exécute de manière illimitée, comme tu le disais. Autonome. Ou autonome, ouais. Que effectivement déployer un smart contract ça a un coût qui est selon les blockchains pas négligeable. Est-ce que ça veut dire que vous en tant que dev, à chaque fois que tu fais un déploiement, ça te coûte de l'argent directement? Quand tu fais une mise à jour, quand tu fais un... Ouais, alors, justement, ça dépend de la blockchain. C'est-à-dire que si on va sur Ethereum, qui est la blockchain de smart contract la plus chère aujourd'hui, déployer un... Alors ça va dépendre de la taille du smart contract, hein, le coût, mais en fonction du niveau de coût de la transaction, on peut parler de plusieurs milliers d'euros. Donc oui, on s'amuse pas à déployer les choses n'importe comment, on les teste avant. Bien sûr, il y a des réseaux de tests qu'on appelle des testnets, où là-dessus, c'est de la monnaie de singe, donc tout est gratuit, mais finalement avec la sécurité qui va, donc c'est vraiment pour à des fins de test. Donc oui, il y a ça, mais bon, ça c'est un coût... Bon, c'est un coût qui n'existait pas avant dans le développement normal, mais il existe là. Après, il y a d'autres coûts cachés qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que un smart contract, quand il est déployé, par défaut, il n'est pas modifiable. Et donc, si on l'a mal codé et qu'il y a des bugs, ils sont là pour toujours. Et si c'est des smart contracts qui manipulent des valeurs financières, bah, le bug peut avoir beaucoup plus de conséquences d'un point de vue coût. Donc, si ça vous amuse, il y a des choses assez incroyables à voir avec des hacks ou des exploits de smart contracts. Et là, on parle en millions, en dizaines de millions, voire en centaines de millions de dollars qui s'évaporent parce qu'il y a un bug dans le code. Puis après, on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est du vol ou est-ce que c'est l'exploitation d'une faille voilà. Donc il y a tous les jours des épisodes incroyables. Peut-être un peu moins, je pense que les gens ils ont commencé à faire ça. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un travail en chambre assez important de conception, de test, et puis ensuite de faire auditer par des sociétés externes qui sont des auditeurs. Alors ça se professionnalise de plus en plus, mais à l'époque, c'était des freelances qui étaient là à la base d'Ethereum et qui savent comment ça marche, et du coup, c'était mieux d'avoir un freelance expert plutôt qu'une société qui se dit auditeur de tout ça, mais qui le fait de façon généraliste pour des smart contracts ou autre chose. Donc, il y a cette phase-là, et puis on le fait une fois, et puis on le fait avec un deuxième, puis un troisième, et puis à un moment donné, on se dit, bah, on se jette dans le grand bain, on y va, parce que typiquement, nous, notre premier déploiement de protocole, donc le protocole étant la collection de smart contracts, après, on l'a dupliqué à différents endroits, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur différentes chaînes, et puis parfois, on a pu le dupliquer pour avoir des caractéristiques particulières. Donc, il y a plusieurs instances de notre protocole qui vivent, mais la première a été déployée en juin 2019, donc ça commence à dater. Pour l'instant, je touche du bois, on n'a pas eu de problème. Alors bon, on n'est pas non plus en train de manipuler des centaines de millions de dollars, mais voilà, ça change beaucoup de choses par rapport à... construire une startup où on va faire du code peut-être un peu dégueulasse, on va le déployer en prod, on va voir ce qui se passe, et puis on pourra patcher s'il y a un bug en temps réel, mais là on peut pas. Donc voilà, ce qui ouvre d'autres sujets, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de niveau de complexité de système, et ben on a tendance à essayer de faire les systèmes les plus simples possibles, et qui font juste ce qu'on leur a demandé de faire, pas plus, pas moins, et finalement on peut construire des choses à l'extérieur de la blockchain, et puis finalement nous on a passé beaucoup de temps à construire des choses en périphérie. Mais justement, c'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de faire les choses les plus basiques possibles, parce que si c'est trop compliqué, bah, on s'augmente la surface de risque, d'attaque, de bug, et tout ça, quoi. Ok. Ces NFT, vous voulez... Qu'est-ce qui est contenu dans le NFT? Tu vois, si on prend un NFT qui est associé à une montre, et puis alors déjà aussi, j'aimerais bien comprendre cette... Parce que du coup, chaque smart contract va générer un NFT dans toute cette galaxie que vous avez? Ouais, alors nous, on a été relativement tôt, c'est-à-dire qu'on a fait quelques choix d'architecture qui sont pas forcément ceux qui ont été appliqués. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'en 2021, quand tous les NFT sont sortis, concrètement, c'était un smart contract
pour une collection de NFT. Donc c'est-à-dire que les gens, ils produisent du code, souvent ils faisaient le copier-coller du code du voisin, ils changeaient 3 paramètres, ils disaient ok, ça coûte 0,1 Ether pour en récupérer un, il y en a 10 000 maximum, et puis voici la liste de toutes les métadatas. Et ils déployaient ça, et puis donc, c'est-à-dire que chaque collection de NFT était un smart contract distinct. Nous, on a opté plutôt pour une version globale, c'est-à-dire que tous les gens qui utilisent notre technologie sont sur les mêmes smart contracts. Au delta près, quand on a des instances distinctes, forcément, c'est des smart contracts différents. La raison principale étant que on essaie d'approcher des use cases qui ne sont pas ceux qu'on a pu voir. C'est-à-dire que les clients avec qui on parle, ils veulent pas que juste en regardant la blockchain, on puisse savoir combien de montres ils ont produit cette année, combien de montres ils ont vendues ou ce genre de choses. Donc la première façon de cacher ça, c'est déjà de mettre tout le monde au même endroit en fait, parce que ça évite de voir ces choses-là. Alors quand on dit ça, c'est un peu basique, et justement une des grandes particularités de ce qu'on a construit, c'est qu'on a rajouté des surcouches pour créer de la privacy au sein de ces NFT, ce qui fait que quelqu'un de l'extérieur voit des NFT, voit pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a des mécanismes pour que quand on est propriétaire du NFT, ça puisse s'ouvrir et ce genre de choses. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors déjà, la plupart du temps, dans un NFT, on n'a pas le contenu en lui-même. Donc quand on voit les photos de singes, dans la réalité, on a un NFT et on a l'URL qui pointe vers un JSON qui décrit tout ça. C'est là où on se pose la question de... Alors attends, juste parce que du coup, tu dis qu'on a une URL qui nous pointe vers un JSON. Alors moi de souvenir, parce que j'ai eu l'occasion de bricoler aussi un petit peu des NFT. En fait, effectivement, dans ton NFT, tu mets... attends, ça fonctionnait comment déjà ? Parce que du coup, j'utilisais IPFS pour stocker l'URL de mon image. Ouais, alors, je vais refaire un petit Allez. en arrière. Donc le standard des NFT, c'est le nom de la liste des NFT. Ça va être un ensemble de fonctions. Ça va être un wallet précis, combien il possède de NFT, qui possède le NFT numéro 25. Et après, il y a ce concept de metadata. D'ailleurs, le standard des NFT sur Ethereum s'arrête là. C'est-à-dire qu'il dit juste, il y a une fonction qui doit pouvoir retourner quelque chose qui permet d'accéder à des données enrichies. Alors ils disent, c'est une URL qui pointe vers un JSON, c'est-à-dire que le JSON n'est même pas standardisé. Donc c'est-à-dire que ça s'est arrêté à ce niveau-là. Mais t'as quand même, c'est dire que c'est une URL qui pointe vers un JSON, c'est-à-dire que s'il n'y a aucune rigidité, en fait, ton JSON, comme si c'est une URL qui pointe vers un JSON, le contenu de ton URL peut changer dans le temps. Ah, tout à fait. Alors, ça dépend, tu as évoqué IPFS. Donc IPFS, c'est des choses qui sont un peu réalisées en parallèle de la blockchain, qui est un réseau de stockage décentralisé dont on ne peut pas modifier les URL. Donc là, ça permet de garantir que le contenu n'a pas bougé entre-temps. Sauf qu'il faut que le contenu soit 100% public pour que tout le monde puisse y accéder. Puis c'est lent, puis c'est etc. Enfin bref, ça a des avantages et des inconvénients, mais si on prend les fameux NFT qui ont pris beaucoup de valeur, il fallait que ce soit mis sur des supports comme ça pour garantir que personne n'allait pouvoir changer les contenus. Donc ça, c'est les NFT publics classiques qu'on a pu voir. Nous, dans notre cas, ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, comment ça se passe concrètement ? C'est les sociétés qui stockent leur contenu. Alors là, on pourrait dire, oui, mais attendez, si les sociétés, elles changent de contenu, etc., etc. Et en fait, nous, on a un mécanisme qu'on appelle un imprint, c'est-à-dire que quand on va produire le NFT, on va faire un hash du fichier JSON, et on va le stocker dans une propriété supplémentaire de notre smart contract, et donc dans la base de données du smart contract. Et ce qui fait que on va avoir, pour le coup, dans notre système, on n'a pas d'URL, parce qu'en fait, en sachant qui l'a émis, tu es capable d'aller parler au serveur de l'entreprise, donc de récupérer le contenu. Ce mécanisme-là est fait de telle façon que tu dois prouver que tu le possèdes, et donc tu dois faire une signature cryptographique avec ton wallet pour aller parler à ce serveur-là. Donc en fait, on a une notion de serveur de fichiers qui n'est plus limité par un login mot de passe, mais par des signatures cryptographiques qui sont basées sur l'état de la blockchain. Donc ce serveur-là, lui, se connecte derrière sur la blockchain pour vérifier si tu es bien le propriétaire. Si oui, il va te retourner le contenu. Et ensuite, tu vas récupérer un JSON, toi en tant que client, on va dire. La personne physiquement ne le fait pas, hein, mais les programmes, les SDK qu'on a mis à disposition le font. Tu récupères le JSON et derrière, tu vas pouvoir comparer, enfin refaire cette fonction de hash sur le JSON, obtenir ton hash, vérifier qu'il correspond à ce qui est sur la blockchain. S'ils sont identiques, le contenu n'a pas changé. S'ils sont différents, le contenu n'est plus le même et tu peux plus avoir confiance. Et donc on a un ensemble de checks comme ça. Et quand on utilise des interfaces compatibles avec notre protocole, mais en fait quand tu obtiens un NFT, tu peux t'assurer que c'est effectivement bien émis par la société qui le dit, que le contenu de la description de cette société
est resté le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la société Tartampion qui s'est renommée en société bidule pour essayer d'exploiter quelqu'un. Et puis également que le contenu du NFT, lui, est resté fixe dans le temps. Et, voilà. Et donc en fait, la confiance se réconcilie directement chez toi. Donc c'est ton ordinateur ou ton applicatif ou ton système qui va être capable de pouvoir vérifier que tout est juste et propre. Donc, dans le NFT que vous générez, vous allez stocker Nous, concrètement, le il hash. y a un numéro, Donc, qui est l'ID du NFT. Du NFT. Et donc, en fait, quand tu vas sur le système, quand on interagit après avec l'API d'Ariani directement, donc là, on est en dehors de la blockchain, on est sur une API REST traditionnelle, Alors non. qui va aller comparer du coup le hash contenu dans la NFT, l'ID de NFT. Alors on va pas être sur API, parce que l'API, il y a un côté serveur caché boîte noire. Ouais. Donc autant mettre ça à disposition des entreprises pour qu'elles puissent simplifier leur système, etc., etc. Mais après, ce qu'on souhaite, c'est que les utilisateurs puissent l'utiliser, ne soient pas dépendants de serveurs sur lesquels c'est boîte noire. Donc c'est plutôt des SDK qui vont être du code exécuté côté client et qui vont faire ces différentes choses-là, qui vont se connecter à la blockchain, qui vont se connecter au serveur de l'entreprise, qui vont réconcilier tout et qui vont effectuer ces fonctions de hachage, mais directement sur le client d'utilisateur. Donc avec une garantie que les choses sont pas falsifiées, parce que si une API qui te dit c'est bon, le contenu il est juste, bah en fait tu es obligé de croire à 100% l'API. Du coup tu recentralises tout, et finalement si nous on avait après, on pourrait dire bah, tu sais quoi, tu me dis que c'est toujours valide et puis on n'en parle plus. Voilà, et puis là tu casses complètement le concept de la confiance digitale et ce genre de choses. Mais du coup, l'exécution chez le client, c'est quoi? C'est-à-dire En JavaScript. Mais dans son navigateur? Ouais. Mais... Ou dans son application mobile ou tout ça. Mais du coup, c'est une application Ariani, enfin c'est sur un... Alors, nous on a plein de typologies d'interfaces qu'on met à disposition pour que nos clients marques puissent utiliser tout ça. Mais après, on a également plein de briques open source, donc ça commence par notre protocole qui est complètement public et on peut aller voir à quoi il ressemble. Mais aussi, il y a plein de helpers, donc des librairies. Donc on a le Ariani SDK, qui est une librairie qui te permet de simplifier beaucoup de choses et qui, si tu n'es pas un expert blockchain, bah, en quelques lignes de code, tu peux émettre un NFT, le lire, le comparer, obtenir, savoir son statut, si tout va bien ou tout va pas bien. Le SDK est open source, tu es tout lisible, et son exécution est 100% côté client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça dépend pas de savoir-tirer. Alors forcément, il va s'appuyer pour aller chercher l'information sur, d'une part, la blockchain et d'autre part, les fameux serveurs de fichiers, mais il n'y a pas d'exécution côté serveur boîte noire qui vont... sur lequel tu dois... Oui, du coup, c'est quand même une exécution qui ne se fait... Ça se fait pas dans la blockchain, c'est fin. Ça se fait pas dans la blockchain. Non. Ok. Non, dans la blockchain, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir... Quand une marque va produire son NFT, elle va dire je souhaite produire un NFT. Elle va normalement donner l'ID du NFT qu'elle souhaite. Donc en fait, c'est-à-dire que les collections NFT classiques, elles ont... il y a le 1, 2, 3, 4, 5. Nous, pour diverses raisons, en fait, tu vas dire je veux tel ID. Et du coup, en fait, on a un espace d'ID... quasiment infini, puis tu vas en piocher un dedans. Donc toi, société, tu dis je veux produire le NFT 2532, et auquel il va y avoir tel hash, que toi, tu auras précalculé avant avec nos outils. Alors à la fin, nous, on leur met tout à disposition, donc dans l'arrêté, ils font un appel API, et ils disent je veux fabriquer un NFT qui correspond à tel monde, tel modèle, telle image, tel bidule, et puis on fait tout pour eux, parce que notre travail, c'est de leur simplifier la vie. Mais si toi, tu veux l'utiliser, on met à disposition les outils qui font ça. Et donc, tu vas produire un NFT qui a un ID, un hash pour vérifier si les contenus sont fixes, et des concepts de ce qu'on va appeler des passe-phrases, ou des view keys, ou des request phrases, qui vont permettre quoi? Qui vont permettre un transfert simplifié. Donc, il faut savoir que dans le standard du NFT, quand tu as une fonction native qui permet de transférer. C'est-à-dire que tu as un NFT, je souhaite te l'envoyer, tu dois me communiquer par une manière X ou Y l'adresse publique de ton wallet. Une fois que je l'ai, je peux appeler la fonction, je mets ton wallet, le NFT. Donc là, c'est la blockchain analytique qui l'exécute, qui va changer le propriétaire du NFT. C'est cool, mais bon, si je te demande ton adresse de wallet, tu la connais pas. Et puis encore moins les gens avec qui on imaginait de travailler. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on construise quelque chose hors standard de NFT pour permettre... une expérience plus fluide. Et du coup, on a fait un mécanisme qu'on appelle le transfert asynchrone, qui permet en fait d'obtenir la propriété sans avoir besoin de parler à personne. Et pour ce faire, il y a une notion de mot de passe. En gros, tu fais une requête, enfin tu fais une transaction sur la blockchain avec un mot de passe. Ce fameux mot de passe a été défini par la société, ce qui te permet de, très concrètement, tu
vas recevoir un QR code, donc il va l'ID et la passphrase. Ça suffit pour aller chercher le contenu, et ça suffit pour déclencher une transaction sur la blockchain, te permettant de prendre la propriété. Pour ceux qui écoutent et qui sont très experts, c'est pas un mot de passe, parce qu'un mot de passe, on les voit, tout est public dans la blockchain, donc on pourrait le voir. Donc c'est un truc plus compliqué à base de CDSA, qui est un algorithme de signature non réversible et qui permet de s'assurer qu'on ne peut pas le tricher. D'ailleurs, ça avait été relevé pendant les fameuses phases d'audit qu'on avait fait. Mais voilà, donc il y a des mécanismes comme ça qu'on a mis en place, liés à la particularité de ce qu'on fait, c'est-à-dire que comment mettre à disposition des NFT dont les contenus ne doivent pas être publics, mais en même temps visibles par les gens qui interagissent avec, puis avec un concept d'économie au milieu pour... Typiquement, quand j'ai dit les eurodatages, l'idée c'est de dire que des tiers peuvent venir écrire des inscriptions sur le NFT pour indiquer les événements. Mais typiquement là, on se dit, est-ce que tout le monde peut le faire ou pas? Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui le fait de façon malveillante? Donc il faut penser à tout ça, hein, des mécanismes de remédiation. Il faut le faire avant de déployer le protocole, parce qu'une fois que c'est déployé, c'est fini. Donc voilà. Alors après, on a construit un protocole qui est modulaire, c'est-à-dire que la base, elle est là. Et après, on peut rajouter des fonctionnalités côté blockchain en pluguant des modules supplémentaires. Mais le cœur du cœur, il est là pour toujours. Et même moi, j'ai pas la capacité de devenir propriétaire d'un NFT de quelqu'un d'autre ou d'émettre un NFT en faisant passer pour telle marque, c'est pas possible. Alors du coup, je reviens à une question, parce qu'avec toutes ces techniques pas de contournement, mais tu vois, pour gérer le fait que... effectivement, Louis Vuitton, Breitling ou même qui que ce soit n'a pas envie que tu puisses voir le nombre de produits qui ont été vendus. Tu veux pas forcément voir que tu as une personne qui possède 400 exemplaires d'un produit. Enfin bref. Tu vois, tout ce que vous avez mis en place, qui se passe du coup côté client ou côté Ariani, j'ai du mal du coup à percevoir c'est quoi l'intérêt pour vos clients, enfin pour vos entreprises, d'utiliser du coup la blockchain, si justement il y a besoin de créer toute cette obfuscation. Alors c'est bon, parce que c'est de l'obfuscation pour le grand public, et pas de l'obfuscation pour les personnes qui interagissent avec. Tout simplement pour permettre de l'interopérabilité globale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas citer de nom, mais imaginons des marketplaces qui souhaitent intégrer notre technologie. Ils vont l'intégrer en branchant nos SDK et ce genre de choses. Et après, toi, utilisateur, si tu viens sur cette marketplace, on te dit, bah tiens, si tu souhaites vendre un produit de telle marque et que tu possèdes le NFT, clique ici, tu connectes ton wallet, ça se fait en 3 clics, et la magie s'opère, c'est-à-dire que les systèmes vont communiquer entre eux, parce que ils intègrent tout, les bonnes librairies, etc., et ce qui fait que les choses deviennent compatibles. Et en même temps, de l'extérieur, on voit juste que tu possèdes un NFT avec un hash et puis tu n'as pas beaucoup plus d'informations. Okay. Mais ça permet de créer ces conditions d'interopérabilité. Et puis finalement, celui qui va implémenter le système dans la marketplace, lui, il ne sait pas à l'avance qui va venir dessus pour l'utiliser. Et il crée les conditions pour que ça devienne compatible et interopérable. Puis une fois que ça l'est, les choses se connectent et puis ça fonctionne. Et du coup, les NFT l'eurodatage, là, quand effectivement il y a une réparation qui est faite sur un produit, le lien qui est fait avec le NFT, en fait, c'est juste que donc tu as un hash qui correspond au hash du JSON, et ton JSON, en fait, fait le lien avec l'autre NFT. Il n'y a pas un lien dans la blockchain qui explique le lien entre le NFT d'eurodatage et le NFT de produit d'origine? Si. Alors pour le coup, dans le protocole qu'on a construit, le smart contract qui gère l'eurodatage, il est lié... chaque eurodatage est connecté de façon formelle au NFT qui est associé. C'est-à-dire que, je sais pas, une marque a décidé d'implémenter notre protocole de bout en bout. Quand tu vas amener ta montre en réparation, eh bien, elle va créer un événement, donc on appelle ça, un événement sur ton produit, donc sur ton NFT. Et puis concrètement, ça va produire une forme de NFT dont les attributs vont être il est connecté à ce NFT-là. Okay. Et ce qui fait qu'après, si tu prends un applicatif qui a implémenté, je dirais, 100% du protocole, tu affiches le NFT comme tu pourrais afficher ta photo de singe. Et en dessous, tu as l'ensemble de l'historique de tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, avec les mêmes mécanismes de je veux m'assurer que le contenu n'a pas changé, etc., avec des hashes et ce genre de choses.
Et voilà, alors, et après on pourrait rentrer dans les détails, mais tu vois, typiquement, il y a un concept de n'importe qui peut en ajouter, mais toi, utilisateur, tu peux le confirmer ou l'infirmer, parce que il peut y avoir des erreurs humaines, il peut y avoir le côté malveillant. En même temps, qui a le droit de valider un événement, l'utilisateur ou la marque, parce que la marque, on estime qu'elle fait bien son travail et que c'est dans son intérêt de bien faire vivre tout ça. Et voilà, et après, finalement, c'est les besoins qui émettent. Mais dans la réalité, ça reste relativement basique d'un point de vue fonctionnalité, parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut pas s'amuser à faire des choses trop complexes. Et c'est plutôt après l'exploitation de tout ça qui va permettre de faire d'autres choses, parce que finalement, qu'est-ce qu'on met dans notre NFT? On peut se limiter bêtement à juste des informations bêtes et méchantes, ou alors on peut donner accès au manuel d'utilisateur, on peut donner accès aux pages permettant de trouver le revendeur le plus proche ou le réparateur le plus proche, et des choses comme ça. Ces choses-là peuvent évoluer. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout à l'heure, tu as dit que le contenu ne changeait pas. Bah, justement, on a prévu un mécanisme pour que tu aies ton contenu d'origine, plus des mises à jour supplémentaires, parce que, je sais pas, typiquement, les liens de réseaux sociaux pour aller découvrir l'univers de la marque, bah, on peut pas savoir à l'avance tous les réseaux sociaux qui vont exister, donc on donne des capacités de mise à jour. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc voilà, on a construit quelque chose pour répondre à des besoins particuliers, d'une industrie d'abord, mais finalement plus globale, parce qu'aujourd'hui, on est en train de regarder ça pour... Parce que finalement, on a construit quelque chose qui permet de s'appliquer principalement à des objets de valeur. Les valeurs, c'est pas forcément le luxe, hein, parce que la vaisselle, ça vaut un peu d'argent. Et eh bien, si... justement, en ce moment, il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue, pas climat, mais plutôt écologie, où il y a plein de régulations qui rentrent, qui disent que les distributeurs vont être responsables du bon entretien des parcs et ce genre de choses. Et du coup, ils cherchent des solutions pour être sûr de pouvoir tracer de bout en bout, parce que l'objectif étant qu'à la toute fin, de sortir des produits de circulation, on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir bien les recycler, ce genre de choses. Et du coup, de savoir, parce qu'il y a le recycler, ou il y a peut-être le remettre en circulation en seconde main. Et donc là, il faut avoir des endroits qui soient fiables pour connaître l'information de toute la vie du produit. Est-ce qu'on a changé le moteur? Est-ce qu'on a fait telle maintenance, etc., etc. Et avec justement un écosystème d'acteurs qui doivent pouvoir interagir ensemble sur ces genres de choses. Et voilà, donc typiquement, on parle à des éco-organismes et ce genre de choses pour les aider à mettre en place ce genre de standards et d'infrastructures. C'est-à-dire que finalement, on parle pas mal d'infrastructures. Et justement, il faut des systèmes qui soient open source, auditables, et qui puissent être implémentés par d'autres acteurs. Parce que depuis le début, on dit qu'on aura réussi le jour où on se fera directement concurrencer. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent déployer nos solutions, enfin notre protocole notamment, des sociétés privées diverses et variées, et on a créé les conditions pour le faire. C'est-à-dire que typiquement, tout à l'heure je parlais de crypto, donc on a un token qui est l'ARIA 20, on doit le dépenser pour utiliser certaines fonctionnalités dans le protocole, mais il est conçu pour être redistribué auprès des personnes qui participent à la construction de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas juste de l'argent qui rentre chez nous, pas du tout, justement tout ça c'est au sein d'une association qui est partagée, avec une gouvernance partagée, etc. Et où on va dire, si quelqu'un produit un applicatif qui permet de créer des transactions ou qui permettent d'aider des entreprises ou les utilisateurs finaux à interagir avec tout ça, eh ben, ils vont toucher une marge arrière dessus. Donc c'est-à-dire qu'implicitement, il y a un mécanisme pour les rétribuer, et il n'y a pas de contrat, il n'y a pas plein de choses à signer. Tout ça, c'est la blockchain qui gère, qui redistribue les tokens tout seul, et qui va créer des conditions pour que il y ait l'émergence d'un écosystème d'acteurs qui puissent travailler ensemble pour construire des choses tous ensemble. Très bien. Est-ce que du coup, j'arrête pas de dire du coup c'est catastrophique. Est-ce que alors du coup ma question m'a échappé. J'avais deux dernières questions. La première étant toutes ces modifications que vous avez faites autour de la blockchain, est-ce que tu penses qu'elles ont vocation à s'intégrer de manière native dans la blockchain? C'est-à-dire que est-ce que cette notion notamment de la confidentialité, c'est des choses qui pourraient être portées de manière native par la blockchain? Alors ça pourrait... Pas forcément extrêmement simple, et puis on n'y est pas encore. Après, il y a quelques initiatives aujourd'hui, justement, de blockchain avec des concepts de privacy, mais en même temps, pour pouvoir faire des opérations dessus, il y a tous les concepts de encryption homomorphique sur lesquels on peut faire des opérations mathématiques sur des données encryptées pour pouvoir le faire. Puis après, la blockchain s'y prête bien pour que les données viennent et ce genre de choses. Donc il y a des gens qui ont des initiatives là-dedans. Souvent, il faut quand même modifier les nœuds qui sont autour et puis avoir des choses comme ça.
Après, il y a quelques projets qui se lancent. Peut-être, pour le coup, nous, on n'a pas vocation, on n'est pas dans l'ultra deep tech blockchain, c'est-à-dire qu'on est vraiment là à construire des applicatifs, des protocoles qui sont exploités directement dans le monde réel. On est, je savais pas, au plus bas niveau de la blockchain. Typiquement, on n'a pas de blockchain à nous, entre guillemets. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une blockchain, nous sommes un protocole qui... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est un protocole multi-EVM, EVM étant Ethereum Virtual Machine, pour dire qu'on est compatible dans l'écosystème Ethereum, mais qu'on peut se déployer sur n'importe quelle blockchain Ethereum. Donc, quelque part, on bénéficie des avancées technologiques de ces blockchains-là. Et c'est difficile de tout faire, donc on ne peut pas forcément faire tout ça en même temps. Mais si demain, Ethereum évolue et propose des mécanismes pour pouvoir stocker l'information de façon confidentielle, on étudiera forcément le sujet pour pouvoir le faire, parce que on a fait les choses avec les moyens à disposition. Pour le coup, tout est documenté, tout est open, il y a des standards. On a construit des librairies permettant de construire soi-même son serveur de fichiers. C'est-à-dire que, en réalité, il y a une petite librairie, tu le mets chez toi et on te demande juste de connecter. Quand il y a cette demande de contenu, où c'est qu'il va le chercher, et puis tout le mécanisme de vérification d'accès à l'information, etc., est géré par notre librairie. Voilà, donc toutes les briques sont là pour reconstruire les choses. Après, oui, on pourrait imaginer que dans un monde incroyable, tout soit sur la blockchain. Après, il faut bien voir que la blockchain, c'est un énorme fichier qui n'arrête pas de grossir dès qu'il y a des nouvelles transactions. Et donc, il y a quand même un sujet de place. Et stocker l'information riche est un problème, parce que la taille de la blockchain, à la fin, on arrive à des problématiques de taille de disque dur, quelque part. Donc, il y a une vraie réflexion dans la conception d'une blockchain à son plus bas niveau sur la taille des blocs, la taille des transactions, pour que ça reste quelque chose de réaliste, en fait. Okay. Mais bon, on est toujours en permanence en veille sur tout ce qui se passe. J'imagine. Et puis, il y a plein de concepts qui sont sortis dans les dernières années, qui sont tout ce qui est zero knowledge proof, c'est-à-dire comment mettre à disposition de l'information, ou plutôt juste des hashes, qui vont permettre à des tiers de s'assurer qu'on possède bien l'information sans la révéler. Et puis tout ça, ça ouvre des champs de possibles à la fois de minification quelque part de l'information, et en même temps permettant de créer des systèmes où l'information circule différemment, et puis on peut prouver des choses sans le montrer réellement directement. Voilà, ça change pas mal de paradigmes partout. Et bref, il y a plein de choses qui évoluent en permanence, et on suit tout ça. Et en même temps, ça va vite, pas vite en même temps, parce que si on prend les évolutions du réseau Ethereum, enfin de l'écosystème Ethereum, les mises à jour, il y en a une fois par an, qui sont annoncées des mois en avance. Si on veut avoir son évolution spécifique, il faut faire tout un process de gouvernance avec validation qui peut prendre des mois, voire des années, voire qui ne sera pas accepté. Donc voilà, c'est une grosse machine. C'est la décentralisation, c'est-à-dire que c'est plein de gens qui travaillent ensemble pour faire des choses incroyables, et ça a plus d'inertie que quand tu es tout seul dans ta cave à construire ton propre système. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre, pour toute cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Ouais, en ce moment, je lis un bouquin qui s'appelle Read, Write, Own de Chris Dixon, qui est un des partenaires de A16Z, et qui... Read, Write, Own. Ah. Donc, lire, écrire, posséder, et qui explique comment la blockchain, elle peut un peu retransformer le monde et Internet, et que on l'a un peu vu par le prisme de la spéculation. Donc c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il explique qu'il y a le casino, et puis il y a l'autre monde, et finalement le casino fait beaucoup plus de bruit, et puis on voit que ça, et tout ça. Mais vraiment les différentes phases d'Internet, où avant 2000, on posait un site statique, etc. Après, il y a eu la phase write, où tout le monde a pu commencer à interagir, poster, les réseaux sociaux, etc., etc. Et là, on rentre dans la phase own, où on peut posséder des choses, et qui bouleverse tout. Et puis, finalement, il y a justement plein de gens dans leur cave, alors ça devient de plus en plus visible, mais qui essayent de reconfigurer Internet pour éviter que ça devienne un monde extrêmement fermé, où finalement, on le voit, ne serait-ce que les plateformes, quand elles décident de déplatformer quelqu'un, il disparaît à tout jamais. Parfois, c'est peut-être pas trop mal, mais bon, voilà, ça crée des choses. Voilà, pour changer le cadre, et puis il montre tout ça pour les gens qui veulent comprendre à quoi sert un token, à quoi sert un NFT, pourquoi les blockchains sont possiblement le futur d'Internet, et que c'est pas qu'une lubie pour des gens qui veulent spéculer. Très intéressant. Très bien. Et la dernière question, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je dirais que je suis plutôt tabulation, mais je dirais que ça va dépendre du projet.
Ok. En fonction des conventions qui sont dedans, je vais les respecter. Ça marche très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir du coup écouté cet épisode. J'espère que vous a donné envie de vous remettre peut-être à la blockchain si c'était déjà le cas et que vous avez arrêté suite à la mode des LLM. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y remettre. Il y a plein de choses à faire. Et allez jeter un coup d'œil à tout ce que propose Ariani pour vous aider à creuser aussi sur ces sujets-là. Moi de mon côté, je vous remercie toujours de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.